Bonjour à tous. Dans cette vidéo d'un nouveau concept sur la chaîne, nous allons nous plonger dans des analyses et des réflexions sur l'univers de Kingdom. Dans cette première vidéo, nous allons nous intéresser à l'idéalisation de la guerre dans Kingdom et à la place de la mort dans le manga. Sur ce, commençons. Dome est un manga qui raconte l'histoire de l'ascension de Shin, jeune domestique, vers les sommets de la hiérarchie militaire. Cependant, il peut paraître surprenant de voir que la vie du héros antérieur au début du manga n'est jamais représentée. Shin est un orphelin de guerre qui n'a jamais connu ses parents, mais cela ne semble pas lui poser de problème. Ainsi, contrairement à un Thorfinn traumatisé par la mort de son père ou d'un Guts dont le rêve est de fonder une famille stable qu'il n'a jamais eue, Shin ne semble aucunement marqué par la mort de ses parents ni même de leur absence. Cependant, Shin considère qu'il a une famille à travers la figure fraternelle de Karyoten. Elle aussi est orpheline de guerre, toute sa tribu ayant été tuée par Yotanwa. Mais cela ne l'empêche pas d'entretenir une relation cordiale avec elle et de ne jamais lui avoir parlé de la disparition de son clan. Comme les parents de Shin et de Karyoten, les personnages ne sont que très rarement développés post-mortem et leur disparition ne laisse quasi aucune trace sur la psyché des personnages. Cette dédramatisation de la mort rend soutenable la lecture d'un manga illustrant le massacre de milliers de personnes sur les champs de bataille, mais cela donne aussi une image romancée et parfois un peu naïve de la guerre. Tout d'abord, la mort n'est pas vraiment crainte par le lecteur de Kingdom. En effet, la probabilité pour que Shin ou un autre des personnages principaux meure est excessivement faible, pour ne pas dire quasi nulle. Leur mort n'est donc jamais vraiment un enjeu. Même au moment de la mort de Shin, dans le chapitre 628, personne ne semble vraiment y avoir cru, et sa résurrection, 2 chapitres plus tard, leur a clairement donné raison. Enfin, cette idée concerne uniquement les personnages principaux de Kingdom. En effet, pour le reste du casting, on ne peut jamais savoir qui va mourir parmi les personnages secondaires de moyenne ou grande importance. Qui, en effet, aurait pu prédire une mort aussi violente et soudaine que celle de Dukyu, Shusa, Katari, Raido ou encore Yu dès le premier chapitre. Dans Kingdom, qui que vous soyez, si vous n'êtes pas un des personnages principaux, vous pouvez mourir sur le champ de bataille, et c'est ce qui apporte la tension que les lecteurs apprécient tant. À l'inverse des personnages bénéficiant d'un plot armor en titane et de ceux dont l'avenir est plus incertain, certains personnages ne sont introduits que dans l'optique d'être tués, afin de servir de faire-valoir à d'autres personnages. On peut par exemple penser aux généraux, introduits par paquet de 12 à chaque nouvel arc, et qui, s'ils ont un peu de chance, ne se feront trucider qu'à l'arc suivant. Ces personnages sont souvent caractérisés en quelques cases, ce qui ne pousse pas le lecteur à s'impliquer émotionnellement dans leur développement. Cela mène donc à des morts plus anecdotiques que marquantes. Cependant, ce schéma ternaire est parfois brisé, ce qui mène à des morts marquantes par leur surprise. On peut particulièrement penser à la mort de Kanki, qui marque un réel tournant dans la place qu'occupe le trépas des personnages dans Kingdom. Il faisait en effet partie des plus jeunes des 6 grands généraux, et il est mort à son apogée, au début de l'unification, et dans un combat dans lequel, jusqu'au bout, il y avait un espoir de survie. La case dans laquelle on voit son épée brisée devant les yeux de Riboku l'illustre particulièrement bien. Au contraire, Riboku est lui un personnage qui est appelé à mourir pour que l'unification de la Chine soit un succès. Et Kanki, par ses méthodes peu conventionnelles, était son plus grand rival. L'issue de la campagne de Gian allait donc à l'encontre du scénario attendu par les lecteurs et venait prendre à contre-pied les fans qui voyaient déjà Kanki triompher de Zhao. Cela a donc mis fin à l'aura d'invincibilité que pouvaient avoir les grands généraux de Qin et amène à plus d'enjeux dans les nouvelles campagnes. Cependant, des personnages comme Shin ou Kyukai continuent de bénéficier d'un puissant plot armor. Pour aborder la manière dont la guerre est traitée et idéalisée dans le manga, je pense qu'il est important de revenir sur les différentes visions, que l'on peut qualifier comme axes. Je m'explique. Dans Kingdom, la plupart des personnages sur le champ de bataille sont caractérisés par leur vision de la guerre. Que ce soit la volonté d'affronter et vaincre des chefs de guerre pour Ryu, écraser les militaires rêveurs pour Gakuakuku, ou encore défendre des personnes ou des idéaux, comme beaucoup de généraux au final. Mais parmi toutes ces visions de la guerre, je trouve qu'elles s'axent toutes autour de 3 visions principales, qui constituent les 3 piliers des visions de la guerre de Kingdom. Et sur ce, attaquons-nous à la première vision. Commençons par la vision principale et la plus essentielle des 3 visions dont nous allons parler, celle de Uki et Rempa, transmise, bien que légèrement nuancée, à Shin. Commençons d'ailleurs par parler de Shin. En tant que jeune protagoniste dans un monde en guerre, Shin va, au fur et à mesure de ses rencontres et de ses affrontements, se construire sa propre vision de la guerre, qui sera le produit de toutes celles qu'il a croisées dans sa vie.
Cependant, il faut bien que l'une de ces visions fasse office de socle dans cette construction idéologique, comme un astre autour duquel gravitent les autres visions, pour au final former un tout qui constitue l'approche de la guerre de Chine. En effet, il faut faire adhérer au protagoniste la vision qui fait avancer l'œuvre, et dans ce cas-ci, c'est l'idée que la guerre est noble et belle. Il faut d'abord établir que Shid possède cette vision dès le début du manga, imaginant avec Yu étant petit les batailles et grands généraux légendaires de Chine. Mais il faut cependant rappeler que c'est ici une vision d'enfant qui n'a pas connu directement la guerre et qui en entend uniquement parler de loin. Ce qui va confirmer cette vision de la guerre, qu'il a continué à entretenir par la suite, est la rencontre avec deux hommes, Uki et Renpa. C'est en effet la rencontre avec Uki d'abord et Renpa par la suite qui vont cimenter l'idéologie de la guerre de Chine. Mais quelle est cette idéologie ? C'est simple, pour ces deux personnages, la guerre est un concept noble, empreint d'une grande solennité. Pour eux, la guerre répond à des codes et des usages qu'il convient de respecter. Pour eux, si vous voulez, la guerre est un genre de sport avec des règles définies, comme aller chercher la tête du général ou grand général adverse. La façon d'agir doit être noble, d'une certaine manière, et le rejet de ceux qui agissent différemment est fréquent. Expliquant par exemple l'irritation de Rempa après la mort de Genpu, mort d'une façon donc assez peu honorable. En effet, quand nous analysons le style de combat de ces deux grands généraux, on y voit un grand respect des traditions, si je puis dire. Ils sont la quintessence du grand général que s'imaginait Shin étant enfant, ce général surpuissant et charismatique que rien n'arrête et qui est connu et respecté de tous. C'est sans doute le fait qu'il rencontre ces deux généraux assez rapidement et que leur vision coïncide avec la vision d'enfant de Shin qui a fait qu'il a choisi leur vision comme celle sur laquelle il axera sa vie. Même si cette dite vision est partiellement fausse et assez mensongère, ignorant complètement la part sombre très vaste de la guerre, on ne peut pas vraiment vouloir à Shin de choisir cette vision, car en tant que personne vivant dans un monde en guerre et ayant décidé de dédier sa vie à cette dernière, il est normal de vouloir se conforter sur cette voie en choisissant un bon mensonge à une horrible vérité. À présent, parlons de la deuxième vision que nous allons aborder aujourd'hui. Après sa rencontre avec Uki et Rempa, Shin se liera avec un autre grand général, Dukyu, et apprendra de lui tant sur le plan militaire qu'idéologique. Déjà, Dukyu apparaît d'abord comme une figure assez similaire à celle d'Uki et Renpa pour Shin, et pour le lecteur. Un homme grand, fort, très doué pour la guerre et doté d'un charisme à toute épreuve. Cependant, ce personnage marque sa différence dans son idéologie, plus terre à terre et en même temps encore plus éloigné de la réalité, d'une certaine manière. En effet, pour Dukyu, la guerre est une fin en soi. Il ne cherche pas à se voiler la face comme le faisaient selon lui les six grands généraux, en excusant leurs actes par la présence d'un rêve au nom duquel ils faisaient ce qu'ils faisaient. Lui n'est pas un rêveur, juste un homme, produit de la guerre, qui a vécu toute sa vie sur le champ de bataille. Il en connaît la réalité, mais lui considère que c'est la meilleure façon de vivre sa vie. D'un côté, il est au courant de ce qu'est la guerre, mais d'un autre, il s'y complaît et considère que le bonheur réside dans le fait d'écraser de nombreuses vies, simplement pour le sentiment de victoire que cela donnait à l'alcool qu'il buvait le soir venu. D'une certaine manière, c'est encore pire que de se cacher derrière un rêve. Lui fait la même chose, mais sans idéologie honorable en arrière-plan. Il fait ça uniquement parce qu'il aime ça, et cela s'arrête là. Mais d'un côté, cela a conforté Shin dans sa voix, car il a entendu de la bouche de ce grand homme de guerre que la guerre pouvait rendre heureux, et que cette voie pouvait être empruntée sans crainte pour la réalisation de son rêve et de sa vie. Voilà la situation dans le tome 30. Peu après, dans l'arc des dragons de feu de Wei, un nouvel adversaire va opposer sa vision à celle de Shin. Je parle bien sûr de celui qui a marqué l'arc des dragons de feu de Wei de son empreinte, Keimu. Ce général de l'ancienne génération, ayant connu l'âge d'or du roi Shō et plongeant dans celui de l'unification, a une longue expérience et une vision de la guerre bien à lui. Keimu considère que la guerre n'est qu'un jeu de massacre, une boucherie à ciel ouvert, où les forts écrasent les faibles et où les rêves n'ont pas leur place. Selon lui, les hommes comme Renpa et Uki, recherchant la gloire sur les champs de bataille, se fourvoient complètement, et se cachent justement derrière les idéaux au nom desquels ils prétendent se battre. Et pire, ils utilisent ces rêves et ces idéaux pour pousser d'autres gens à les suivre, et ainsi les envoyer à la mort pour des rêves illusoires et une gloire inexistante. Pour lui, Uki et Renpa sont la cause de la guerre, la chose qui fait qu'elle est éternelle. Pour lui, il n'y a aucune gloire sur un champ de bataille, aucun prestige. C'est simple, Keimu se bat parce qu'il est fort, et c'est pourquoi il fait la guerre. Il estime que ceux qui ne sont pas forts ne devraient pas se battre. On le comprend en filigrane dans ses discussions avec Karyoten.
et il ne voit la guerre comme une épreuve de force, sans queue ni tête, à laquelle il s'adonne probablement parce que c'est tout ce à quoi il est bon. Il vit de la guerre, c'est sa vie, mais pour autant, il est lucide sur la vraie nature de cette guerre, un simple massacre des forts sur les faibles. Mais à partir de là, on peut se questionner sur la réalité du fait qu'Uki et Rempa ont toujours méprisé Geimu, au point de refuser de l'affronter. Le faisait-il parce qu'ils considéraient que Geimu ne comprenait pas ce qu'ils étaient, et donc que le combattre était inutile? En partie, oui. Mais on peut aussi se demander s'ils ne voulaient pas tout simplement éviter, comme le dit de manière très pertinente le Tanuki dans sa vidéo sur Geimu, d'être confrontés à la réalité de la guerre, à l'horreur qui se cache derrière les rêves et les belles paroles qu'ils distribuent à tout bout de champ. S'ils ne fuyaient pas en vérité le triste retour à la réalité que constitue Geimu. En conséquence, on peut se demander quelle réponse Shin va bien pouvoir apporter à Geimu, le jour où ils se rencontreront à nouveau sur un champ de bataille. Va-t-il se cacher derrière le rêve, comme l'ont fait ses mentors avant lui, ou va-t-il accepter que la guerre est aussi une boucherie, mais nuancer la vision de Geimu, en la confondant à la sienne, pour arriver à une possible réalité? Seul l'avenir nous le dira, mais j'espère que cela sera la deuxième option. À présent, il est temps de s'attaquer à un gros morceau, un homme aussi aimé que détesté, à l'incarnation de l'horreur de la guerre et au paradoxe inhérent au personnage, que ce soit dans et en dehors du manga. Je parle évidemment de Kanki. Kanki est sans aucun doute l'un des personnages les plus intéressants de Kingdom, que cela soit par son influence dans l'œuvre ou au dehors. D'abord, parlons de ses agissements et de son impact sur Shin. Il convient, pour commencer, de rappeler que Kanki est sans aucun doute le personnage le plus cruel de Kingdom, de par ses différents massacres et actes commis sur le champ de bataille ou en dehors. En effet, Kanki a, depuis son introduction dans le tome 19, commis d'innombrables actes interdits par la Convention de Genève, parmi eux empalement, incinération, torture, mutilation, infanticide, meurtre de civils et même génocide. De ce fait, sa vision affreuse de la guerre s'opposant complètement à celle de Shin, il paraît logique de voir ces deux personnages s'opposer assez souvent dans l'œuvre, notamment après le massacre de civils à Kokuyu. Mais au fur et à mesure de l'histoire, le passé de Kanki sera révélé, du moins en partie, et Shin apprendra à connaître Kanki, à le comprendre d'une certaine manière et à porter un autre regard sur ses agissements. Loin d'excuser ses actes, cela montre plutôt à Shin la voie à éviter, et la facilité que cela peut représenter de l'emprunter, ce qu'il ne fera jamais. D'une certaine manière, Kanki a transmis à Shin, comme ses autres mentors. Il lui a transmis une vision plus claire de la voie à suivre, de la manière de rester droit dessus, sans pour autant détourner le regard sur les atrocités du monde, et en prenant en compte le bas peuple et la volonté qu'avait Kanki de se battre pour eux. Maintenant, parlons un petit peu de Kanki, dans le média du manga en général. Parlons de l'influence et de l'aura qu'il a eu et qu'il a toujours. Ce qui est étonnant avec Kanki, c'est que c'est l'un des personnages les plus cruels du médium, et pourtant, c'est aussi l'un des plus appréciés, en dépit de ses agissements inhumains. Qu'est-ce que cela signifie? On pourrait y voir une forme de catharsis, un genre d'exutoire de certaines pulsions qui peuvent habiter certains lecteurs. On peut y voir une forme d'appréciation décomplexée de la violence, pourtant particulièrement imagée et graphique, parce que présentée comme cool, en un sens, car perpétrée par un personnage badass et charismatique, ce qui empêcherait d'une certaine manière de bien se rendre compte de l'horreur de ses actes. On peut aussi y voir une forme de fascination morbide pour un homme horrible qui fait des choses horribles et que l'on ne comprend pas, un petit peu à la manière des tueurs en série. Parce que Kanki, jusqu'à l'amorce de sa fin, était un mystère, et l'est toujours en grande partie aujourd'hui. On se demande pourquoi il fait ça, qui est-il, que lui est-il arrivé, et au final, l'auteur ne nous donnera jamais ses réponses, nous laissant dans un flou d'interprétation, nous permettant de nous faire notre propre avis sur le personnage. Était-il un enfant traumatisé? Est-il né ainsi? À nous de nous faire notre propre avis. Et, de cette manière, quelque part, Kanki est immortel dans l'imaginaire des lecteurs. Que l'on aime ou que l'on le déteste, il faut reconnaître la prouesse que cela a été de l'écrire, à tel point que le personnage a dépassé l'auteur, qui lui-même ne le comprenait pas totalement, et a dû batailler dans son imaginaire afin de trouver un moyen de le vaincre. Encore une fois, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Kanki, dans l'univers manga, est unique. Ce qui rend appréciable le personnage de Kanki est aussi l'anonymat total de ses victimes. On ne sait pas du tout qui elles sont ou quelle est leur histoire. La seule exception que l'on pourrait éventuellement trouver est la vieille Kon, qui se le vit Kyukai, mais même elle est un personnage plus qu'anecdotique. Ainsi, il n'y a aucun attachement émotionnel aux victimes des massacres.
Mais par exemple, l'absence d'informations sur les enfants qui composent l'Arche de la Mort rend la lecture de cette scène soutenable, ce qui n'aurait probablement pas été le cas si les personnages composant cette macabre composition étaient des personnages centraux dans l'histoire. C'est ce qui différencie cette scène de celle de l'éclipse de Berserk. Dans Berserk, les personnages victimes sont des personnages dont le lecteur a pu suivre l'histoire et l'évolution, dont il connaît les caractères et les projets. Leur mort apparaît donc comme absolument injuste et violente. À l'inverse, dans Kingdom, ce sont les rêves et les projets de Kanki qu'on suit à ce moment-là. C'est lui que le lecteur veut voir triompher, quitte à ce que cela se fasse au détriment de la vie d'enfants anonymes. Mais cette logique de l'anonymat des victimes n'est pas propre à Kanki. Elle sous-tend l'intégralité de la façon dont Hara écrit la guerre. Ainsi, après l'arc des plaines de Duncan, les soldats sont extrêmement peu nombreux à avoir un nom et un développement minimum de personnages. Ainsi, lorsque la Ishin est en grande partie décimée durant la bataille de Gyu, le seul problème que cela révèle est purement logistique. Il risque de manquer d'hommes pour la bataille. Les victimes ne sont que des chiffres que chaque commandant vient rapporter à Kyrioten. La dimension humaine du problème est, elle, totalement occultée. Cette absence de prise en compte de la vie des soldats par le lecteur peut aussi s'expliquer par la quasi-absence de représentation de la vie civile. Il existe bien une scène dans laquelle on peut voir Tsubi et Yu prier pour le retour de leurs fiancés respectifs, ou encore Ryusen mentionner son enfant à naître, mais cela reste plus qu'anecdotique et l'immense majorité des soldats n'ont aucune vie en dehors de l'armée. Ce sentiment est renforcé par les personnages de Shin et Kyukai, qui n'ont que l'armée comme lieu de vie, au point de considérer l'armée comme une réelle famille, dans le cas de Kyukai et probablement de Shin. La non-valeur de la vie des soldats, et surtout des fantassins, vient aussi du fait que les tuer ne semblent pas avoir de répercussions sur la psyché des personnages. Il existe l'idée que c'est la guerre, ce n'est pas personnel. Ce qui vient justifier l'absence totale de toute forme de traumatisme, au point que cela est un non-sujet dans le manga. Ainsi, même si Kingdom donne à voir différentes visions de la guerre, portées par différents généraux, il est indéniable que toutes se concentrent sur les forts, sur les commandeurs, sur les plus puissants sur le champ de bataille, au détriment des plus faibles, qui eux sont totalement occultés, que ce soit à la fois dans le discours porté par les personnages et dans le manga de façon générale.